Dans leur livre Cynical Theories, que j'ai longuement commenté dans une série de vidéos précédentes, Helen Pluckrose et James Lindsay donnent l'idée d'appliquer la laïcité aux théories postmodernes. Bon, les théories postmodernes, aussi connues sous le nom de wokisme. Alors, selon eux, l'État devrait éviter de promouvoir les idéologies postmodernes, a fortiori de les imposer, au même titre qu'il évite de promouvoir, a fortiori d'imposer une religion ou une autre. Les théories postmodernes, ça comprend la théorie queer. Bon, moi, je préfère appeler ça idéologie queer. Certains appellent ça idéologie du genre ou encore théorie du genre. Et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent combien je m'oppose à cette idéologie-là. Et de fait, dans le courant de la dernière année, j'ai été amenée à lire les livres de la philosophe Catherine Kinsler, philosophe française, sur la laïcité. Et particulièrement son livre Penser la laïcité m'a inspiré des liens à faire avec l'idéologie queer. Notamment quand Kinsler fait valoir que la seule façon pour l'État de représenter également tout le monde et de traiter tout le monde à égalité, c'est de ne rien afficher, ne rien promouvoir. Quand on cherche plutôt à afficher toutes les particularités, toutes les identités, toutes les croyances et toutes les conceptions pour la finalité de représenter également tout le monde, eh bien, on ne représente pas également tout le monde parce qu'il y a toujours des oubliés. Kinsler explique en quoi consiste la laïcité dans ses livres Penser la laïcité et qu'est-ce que la laïcité. Elle la compare avec un autre régime politique qu'elle appelle la tolérance ou encore la tolération. Selon elle, ces deux régimes politiques-là, laïcité et tolérance, ce sont des modes d'organisation de la coexistence des libertés. Et la tolérance précède la laïcité, aussi bien historiquement en tant qu'origine de la laïcité. C'est-à-dire que selon Kinsler, la laïcité va plus loin que la tolérance dans la protection de la liberté de conscience. Ici, il est important de ne pas confondre tolérance en tant qu'attitude individuelle et tolérance en tant que régime politique. D'ailleurs, je cite un extrait du livre de Kinsler ici. Par tolérance, on entendra principalement non pas une attitude ou une modalité psychologique de relation entre des individus, mais un mode d'organisation de la coexistence des libertés dans une association politique. Il serait de ce point de vue plus exact de parler de tolération en reprenant la traduction anglaise du texte fondateur qui est à mes yeux la lettre sur la tolérance, initialement publiée en latin, de Locke. Cette organisation de la coexistence des libertés inspire un grand nombre de constitutions politiques aujourd'hui, et elle est toujours en vigueur sous différentes variantes, dans de grandes démocraties, notamment anglo-saxonnes, aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves, pour ne citer que quelques exemples. Bref, c'est pas parce que la laïcité se distingue de la tolérance en tant que régime politique qu'il faut en conclure que laïcité égale intolérance, parce qu'elle ne se distingue pas de la tolérance comme attitude individuelle, mais de la tolérance comme régime politique. La laïcité et la tolération sont deux régimes politiques qui demandent que les citoyens fassent preuve à titre individuel de tolérance, c'est-à-dire qu'ils côtoient dans la société civile des personnes aux idées et façons d'agir différentes des leurs, en les laissant libres d'agir conformément à leur conception du bien et du monde,
tant que personne n'atteint les droits fondamentaux d'autrui. Alors les deux, tolération et laïcité, ont en commun de séparer le pouvoir politique de l'autorité religieuse et aussi de protéger l'égalité et la liberté de conscience. La lettre sur la tolérance de Locke a été écrite dans un contexte où l'Europe avait été perturbée par des conflits interreligieux et l'idée était de permettre aux différents groupes religieux de se côtoyer de manière pacifique. Alors Kinsler, elle présente les choses comme ceci. La tolérance commence à 1, la laïcité commence à 0. Ce que ça signifie, c'est que la tolérance commence avec ce qui existe et est connu. Les groupes religieux dont on a connaissance de l'existence, et elle protège le droit d'adhérer au groupe religieux de son choix. Donc, elle protège les croyances qui existent et qui ont derrière elles une certaine tradition ou un certain nombre d'adeptes. La laïcité, elle, va plus loin en protégeant a priori toutes les croyances, y compris celles qui n'existent pas encore, y compris celles qu'on ne connaît pas encore. Si on a vraiment une liberté de conscience totale, chaque citoyen doit être libre de se distinguer de tous ses concitoyens. Il doit être libre de n'adhérer à rien de ce qui existe déjà et d'avoir des croyances, une conception du monde complètement nouvelle, même s'il est le seul à les avoir. Et même ceux qui ont des croyances marginales doivent être à égalité avec les autres. Et ça implique que l'État reste entièrement neutre en matière de religion, mais plus largement en matière de croyances idéologiques et métaphysiques. L'État doit s'en tenir aux valeurs de base du libéralisme, soit les libertés et droits fondamentaux. Le système que Kinsler appelle tolérance correspond pour ainsi dire à ce que certains ici appellent la laïcité ouverte. Des philosophes québécois tels que Charles Taylor, Jocelyn McClure, Michel Seymour défendent une conception de l'État selon laquelle ce dernier doit donner une certaine reconnaissance aux religions, considérant qu'elles font partie de ce qu'ils appellent l'identité. Les partisans de la laïcité ouverte donnent souvent pour argument que donner de la visibilité aux différentes religions au sein des institutions, ça favorise la tolérance. Ici, on parle de tolérance au sens d'attitude individuelle, parce que ça fait en sorte qu'on s'habitue à côtoyer la diversité et que ça favorise aussi l'égalité de représentation. On peut pourtant leur objecter que ça crée une inégalité entre croyants et incroyants. Quelqu'un qui est athée, il n'a pas de religion, mais il adhère à des choses et lui aussi il a une identité. Et ce n'est certainement pas son athéisme qui fait son identité. On définit l'identité d'une personne par ce qu'elle endosse, par ce qu'elle fait, par ce qui la caractérise. On ne définit pas l'identité de quelqu'un par ce qu'il n'endosse pas. Alors un athée, c'est quelqu'un qui n'endosse pas une religion ou une autre. Ça ne définit certainement pas son identité. Bon, les philosophes comme Taylor, McClure et Seymour répondent à ça en disant qu'on pourrait donner aussi de la reconnaissance aux incroyants en donnant une reconnaissance à des choses qui ne sont pas des religions, mais qui sont aussi fondamentales dans l'identité de quelqu'un. Dans leur livre Laïcité et liberté de conscience, Taylor et McClure ont proposé de distinguer les préférences qui n'auraient pas de statut spécial, qui ne seraient pas particulièrement protégées. Les préférences devraient être distinguées de ce qu'ils appellent les convictions de conscience. Alors, les religions sont des convictions de conscience, mais il existe des convictions de conscience qui ne sont pas des religions,
qui font partie de l'identité de la personne au même titre qu'une religion et qui pourraient avoir le même statut qu'une religion. Et de ce fait, valoir le droit à des accommodements raisonnables et le droit de les afficher en tout lieu, même si en principe leur affichage est contraire au code vestimentaire en vigueur. Le même problème demeure. Ce n'est pas à l'État de déterminer ce qui fait partie de l'identité de quelqu'un quand l'État protège la liberté individuelle, l'égalité et notamment la liberté de conscience. Chaque citoyen est censé être libre de déterminer lui-même sa conception du monde, de déterminer lui-même à quoi il accorde de l'importance. Sa liberté de conscience est censée être protégée autant que celle de n'importe qui d'autre, même s'il est le seul à avoir la conception du monde qu'il a. Et j'en reviens à la même remarque que je faisais plus tôt. Si on essaie de représenter activement chaque particularité, il va toujours y avoir des laissés pour compte, surtout que les croyances et les conceptions du monde et les identités, ça évolue. Des nouvelles identités et des nouvelles conceptions vont continuer de voir le jour. La laïcité, sans adjectif, est donc la solution. Le seul moyen pour que l'État représente également tout le monde, c'est qu'il établisse a priori qu'il est l'État de tous, quelles que soient leurs croyances ou leurs caractéristiques identitaires, et que l'État n'affiche rien, ne promeuve aucune particularité. Avec tout ça, vous vous demandez peut-être quel rapport il y a avec l'idéologie queer et avec le drapeau arc-en-ciel mentionné dans le titre de la vidéo. Le drapeau qui fait office d'emblème du mouvement LGBTQ+. Eh bien justement, l'idéologie queer, c'est une idéologie inspirée notamment de la soi-disant philosophe Judith Butler, et ce n'est pas simplement un mouvement de défense des personnes homosexuelles, bisexuelles et trans. Et ici, comprenez-moi bien, avoir des désirs homosexuels n'est pas idéologique. Être trans n'est pas idéologique. Par contre, ce qui est devenu le mouvement LGBTQ+, ça c'est idéologique. En plus de promouvoir l'idéologie queer, ce mouvement-là promeut aussi les autres idéologies postmodernes telles que le féminisme intersectionnel, la conception postmoderne de l'antiracisme. Il promeut aussi des positions pro-prostitution, anti-police, etc. Bref, c'est un mouvement politique qui est loin de se limiter à promouvoir le droit à l'égalité pour les personnes homosexuelles, bisexuelles et trans. Et parlons-en justement. Les personnes qui s'adonnent à être homosexuelles, bisexuelles ou trans, elles ont la même liberté que les autres. Elles ne sont pas obligées d'adhérer à l'idéologie queer, ni aux autres idéologies postmodernes. Le drapeau arc-en-ciel, censé représenter les LGBT, de plus en plus de couleurs y ont été ajoutées, justement dans le souci d'inclure des nouvelles identités, et ceux qui l'affichent sont nombreux à prétendre que le mot queer est un terme générique qui s'applique à tous ceux qui sont soi-disant représentés par le drapeau et par le sigle LGBTQ+. Par exemple, moi, je serais automatiquement queer parce que je suis bisexuelle. Mais il se trouve que je refuse cette étiquette-là. Je n'endosse absolument pas les idées de Judith Butler. Je n'endosse pas l'idéologie queer. J'affirme que ce drapeau-là ne me représente pas et je revendique ma liberté de ne pas me considérer représentée par ce drapeau, ma liberté de conscience de rejeter les idées de Judith Butler. Et d'autres personnes homosexuelles, bisexuelles ou trans
ne se considèrent pas non plus représentés par ce drapeau-là, ne se reconnaissent pas dans les idées de Butler, dans l'idéologie queer. D'autres refusent l'étiquette queer. Bref, ce drapeau-là ne représente pas tout le monde. Or, il est devenu commun de l'afficher dans les institutions de l'État, notamment dans les écoles. Je ne doute pas que ce soit fait avec une bonne intention. On veut faire une démonstration d'inclusion. L'intention est louable. Seulement, on échoue dans cette tentative de montrer qu'on inclut tout le monde. Je viens de mentionner qu'il existe des personnes qui correspondent à l'une des lettres LGBT sans se reconnaître dans le drapeau. J'en suis. Et il y a aussi des gens qui ne correspondent à aucune des lettres. Ceux-là, c'est clair qu'ils ne sont pas représentés par le drapeau. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut faire un nouveau drapeau pour les LGBT qui ne se reconnaissent pas dans le drapeau arc-en-ciel et l'afficher? Mais on n'est pas certain qu'un seul drapeau va suffire. Parce que ces LGBT-là peuvent avoir différentes particularités et différentes conceptions de leur identité. Et puisqu'il faut aussi compter ceux qui ne correspondent à aucune des lettres, à aucune des couleurs, eux aussi peuvent avoir toutes sortes de particularités et conceptions de leur identité. Si on veut tout afficher, on n'en sortira jamais. On aurait beau multiplier les drapeaux et les symboles, il y aurait toujours des identités et des conceptions du monde qui ne seraient pas représentées. Ironiquement, le fait que des lettres s'ajoutent continuellement au sigle LGBTQ+, et que des couleurs continuent de s'ajouter au drapeau est révélateur. Juste les identités supposément non conformes au système hétéro-cis-normatif, pour reprendre le jargon de l'idéologie queer, eh bien, juste ces identités-là, elles continuent de s'additionner. Imaginez ce que ça donne si on veut représenter toutes les identités tout court. La solution pour que l'État montre qu'il est également l'État de tout le monde, je le redis, c'est le modèle de la laïcité. L'État se présente a priori comme l'État de tous, quelles que soient leurs croyances et leurs particularités identitaires, et il n'affiche rien de particulier. L'État considère par défaut les LGBT à égalité avec les autres. Il n'a pas besoin de le signaler avec un drapeau, ni avec aucun geste particulier. D'ailleurs, il revient à chaque individu qui s'adonne à correspondre à l'une des lettres de déterminer s'il y voit une identité ou même un élément fondamental de son identité ou simplement une caractéristique. En ce qui me concerne, mon orientation sexuelle, elle me caractérise. Elle n'est pas un élément central de mon identité. Bref, le drapeau arc-en-ciel ne devrait pas avoir sa place dans les écoles, ni dans aucune institution de l'État pour des raisons liées à la laïcité. L'égalité entre tous, la liberté de conscience de chacun et le devoir de neutralité de l'État le commandent.